Merci. Voilà, je déclare ouverte notre séance. Ik verklaar onze vergadering geopend. Quelques communications avant de passer au vif du sujet. Alors, différents parlements nous ont fait part qu'ils s'étaient constitués. Ça vaut pour le Parlement francophone, voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Parlement, la Chambre des représentants et le Sénat. Alors, différentes communications ont été adressées par la Cour constitutionnelle. La Cour des comptes transmet les rapports sur la certification de comptes généraux de différents organismes dont je vous passe la liste. Dat is verzonden naar de Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken. Différents arrêtés ont été transmis au Parlement par le gouvernement. Donc, zal in de bijlage van het verslag opgenomen. Le directeur général et la directrice générale adjointe de la Société de logement transmet la publication sur l'Observatoire des loyers. De staatssecretaris bezorgt een juridische studie over de bemiddeling en de klokkenluiders. Alors, le ministre transmet aussi le rapport d'évaluation annuel sur l'application des régimes fiscaux favorables pour le transfert des entreprises familiales. Dat is verzonden naar de Commissie voor de Algemene Zaken. Le secrétaire général du CNCD a transmis un rapport. Bij brief van 2 oktober zenden de voorzitter en de secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen dus het activiteitenverslag. Alors, de secretaris-generaal van de gewestelijke overheidsdiensten zendt het activiteitenverslag van de archievendiensten. Le ministre transmet le rapport d'évaluation des performances environnementales des flottes de 2016. Le président et l'administrateur de Bruegel transmettent la proposition de budget 2019 et une présentation du processus de gestion budgétaire. De minister bezorgt de synthèse van de staat van het leefmilieu in het gewest. L'Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité a transmis son rapport pour l'année 16-17. Le gouvernement a déposé le projet d'ordonnance betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en erkenning van het specifiek statuut voor het dier. Le gouvernement a déposé le projet d'ordonnance modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. De regering heeft het ontwerp van ordonnantie betreffende vrije vloten fietsdelen ingediend. Le ministre-président demande au Parlement de saisir le gouvernement d'une liste double de candidats pour le collège d'urbanisme. Vous connaissez les procédures. Le Parlement doit être saisi d'au moins 2 candidatures, soit un homme et une femme, et on voudrait avoir ces candidatures, voir les exigences pour le dépôt et les conditions pour le dépôt d'une candidature. On devrait avoir ça pour le 7 janvier à 12 heures. Alors,
L'ordre du jour appelle la déclaration de politique générale. Dus aan de orde is de algemene beleidsverklaring van de regering. En ik geef het woord aan meneer de ministre-président. La parole est à monsieur Vervoort. Alors, je rappelle quand même que la discussion aura lieu demain, donc à 9h30, conformément à la décision du bureau élargi. Dus de bespreking van de algemene beleidsverklaring, dat is voor morgen dus. Monsieur le ministre-président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs les députés, si l'effervescence de ces derniers jours nous a rappelé combien les enjeux locaux occupent une place centrale dans notre démocratie, je suis heureux de me retrouver ici devant vous aujourd'hui pour porter notre regard au-delà de nos 19 communes et prendre la mesure d'une part de l'évolution de notre région ces dernières années et d'autre part des défis qui seront les siens, les nôtres dans les années à venir. Cette législature aura éprouvé de nombreuses fois notre capacité à réagir. Aussi, j'aimerais rappeler les constats que nous posions collectivement il y a 4 ans et demi et qui, au fil des crises et des chocs qui nous ont secoués, sont restés les lignes de force de l'action de ce gouvernement. Nous étions face à 4 enjeux de taille. Premièrement, l'évolution démographique en plein boom nous mettant au défi d'apporter rapidement des réponses structurelles. Ensuite, une qualité de l'air en ville sous la pression de la saturation automobile croissante. Un taux de chômage dépassant les 20% et atteignant même les 30% pour les jeunes de moins de 25 ans. Et enfin, une dualisation socio-économique de plus en plus marquée dans certains de nos quartiers. Ces enjeux, nous avons décidé de les appréhender avec méthode, une méthode nécessaire pour doter la région d'une stratégie à long terme qui affirme à la fois sa maturité et sa résilience. En exécution de la 6e réforme de l'État, le refinancement de Bruxelles a accéléré ce mouvement, nous dotant d'une capacité d'investissement accrue, même si elle reste limitée au regard des compétences qui nous ont été transférées. Encore fallait-il que le fait régional s'impose à Bruxelles. Aujourd'hui, on peut constater que plus personne ne remet en cause l'existence de Bruxelles comme région à part entière, capable de répondre aux défis sociaux, économiques, environnementaux et urbains que nous connaissons. Certes, il y en aura toujours pour tenter de nier l'évidence régionale bruxelloise, mais cette région, ma région, la nôtre, nous sommes nombreux à l'avoir voulu, à l'avoir vu naître, à l'avoir accompagnée avec exigence et confiance, et je pense comme vous, on peut être fier de la voir aujourd'hui debout, forte et belle. Meneer de voorzitter, waarde collega's, als eerste fundamentele uitdaging van deze legislatuur hebben wij ons ertoe verbonden ons gewest voor te bereiden op de effecten van de aankomende bevolkingsexplosie. Het centrale gegeven hierbij is de leefbaarheid van onze wijken, de omgeving die wij de Brusselaars en hun gezinnen kunnen bieden. Deze uitdaging noopt ons ertoe het aanbod aan betaalbare woningen te vergroten en tegelijk de toegang tot openbare buurtvoorzieningen te waarborgen en onze groene ruimte en de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu op peil te houden. Wij hebben ons ervoor behoed om hiervoor blind een opgelegde politieke agenda op te dringen. De Brusselaars willen dat hun stad, hun gewest, opnieuw van hen wordt. Dus hebben wij de tijd genomen om hen bij de stadsontwikkeling te betrekken, het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling, waarin de strategische visie op het gewest wordt uiteengezet, is aangenomen in 2018, na een participatieproces waarop we trots mogen zijn. Het openbaar onderzoek leverde 4000 bijdragen op die elk in rekening zijn gebracht bij het uitschrijven van het einddocument. Dankzij de opmerkelijke inspanningen van de gewestelijke ontwikkelingscommissie, waaraan ik hier trouwens hulde wens te brengen, is aan de 4 pijlers van het GPDO vandaag een geconcentreerde en gestructureerde visie verbonden. Maar dat is ook de verdienste van de methode waarvoor deze regering heeft gekozen om te komen tot een beleidsvisie waarin het maatschappelijk middenveld zich kan vinden. Maar deze strategische werkzaamheden hebben onze inspanningen voor de stadsvernieuwing zeker niet vertraagd.
Langs het kanaal, de eerste prioritaire zone, staan talloze stadprojecten in de steigers, waaraan telkens als doelstelling is verbonden dat moet worden ingezet op transversaliteit, samenwerking en complementariteit bij de gewestelijke actoren om de nauwkeurig afgebakende projecten zo vlot mogelijk te laten vorderen. In totaal zijn zo ruim 180 projecten begeleid. Naast het kanaalgebied hebben wij onze krachten gebundeld in 10 prioritaire wijken. Zo hebben wij de grondbeheersing verworven van het toekomstige Mediapark, waar vanaf 2021 de zetel van de VRT, de RTBF en BX1 komt. En ook is er de kazernesite in Elsene, waar nu al een Nederlandstalige school is neergestreken voor een voorlopig gebruik. Andere projecten komen er vanaf volgend jaar. Daarnaast is ook de pool Josaphat van start gegaan met de lancering van een concurrentiedialoog. Hier moet vanaf 2021 een groot aantal openbare woningen oprijzen. We zijn momenteel hard aan het werk om ervoor te zorgen dat het gewest de komende maanden eveneens de sites van het Weststation en Schaarbeek-Vorming kan verwerven. In deze wijken is het tevens onze ambitie om plaats te voorzien voor rust, ontspanning en groen. Het eerste gewestelijk natuurplan van april 2016 voorziet in 27 maatregelen inzake natuurbehoud en wil de stad toegankelijk maken voor alle Brusselaars, vooral via het opwaarderen van groene ruimte in de wijken, groendakken, ingroening van huizenblokken, stedelijke landbouw en moestuinen en ook plaatsen waar men kan wandelen en vrije tijd doorbrengen. Zeker in de wijken waar vandaag een tekort is aan groen. Er zijn nieuwe groene ruimten bijgekomen, zoals bijvoorbeeld het park van de Ninhoofse-poort, het Zennepark. En jaarlijks investeert het gewest ruim 20 miljoen euro in het onderhoud van de parken. Maar de leefkwaliteit vereist ook dat we onze aandacht toespitsen op de geluidsproblematiek. We moeten ambitieuze doelstellingen durven formuleren om de rust in de stad te doen weerkeren. Weldra komt er een nieuwe projectoproep bestemd voor de gemeente om hen bij te staan in de strijd tegen geluidsoverlast door het verkeer. En het gewest heeft vorige maand in eerste lezing ook een transversaal geluidsplan aangenomen, het Quiet Point Brussels plan. Ook op dit vlak hebben we de koers aangehouden voor wat betreft het overvliegen van onze wijken met een verdichting van het netwerk van geluidsmeters en de afschaffing van de tolerantie die tot nog toe bestond voor de luchtvaartmaatschappijen. Drie milieustakingsvorderingen zijn tegen de federale staat ingediend om deze ertoe te dwingen het lawaai-besluit omtrent de vliegtuigen en de nachtrust van de Brusselaars te respecteren. De rechtbank heeft de Europese nacht van 8 uur erkend door de inbreuken tussen 23 tot 7 uur 's ochtends te voordelen. Dit is echt een grote juridische overwinning voor alle Brusselaars. Mais répondre au boom démographique, chers collègues, c'est aussi et même avant tout ouvrir de nouvelles places dans nos écoles, nos crèches. Et la région prend sa part notamment au travers des 10 contrats de quartier promis il y a 4 ans d'ici. Au total, ce seront plus de 285 nouvelles places en crèche qui seront créées dans les 7 premiers contrats approuvés. Les 5 nouveaux contrats de rénovation urbaine sont également dans leurs premières années d'exécution et sans oublier les nouveaux programmes de la politique de la ville. Cette diversification des outils de revitalisation urbaine a permis d'investir plus de 337 millions d'euros dans nos quartiers. Inspirés de ces modèles, nous avons également développé les premiers contrats écoles qui visent les établissements en déficit d'image et d'attractivité. Ils poursuivent un triple objectif, à savoir optimaliser le foncier en rénovant les équipements scolaires, augmenter l'offre d'équipements collectifs au bénéfice des habitants proches et enfin renforcer la convivialité dans nos quartiers. Une ordonnance cadre, d'ailleurs, vous sera prochainement proposée. Je l'ai assez répété, dans le cadre de nos compétences, nous devons tout faire pour augmenter le nombre de places disponibles dans nos écoles. Et donc, on doit se refuser, je me refuse à un fatalisme institutionnel, parce que notre responsabilité est d'assurer un présent et un avenir qui ait du sens pour notre jeunesse. Au-delà des missions de facilitation et d'accompagnement du service école, la région a également développé de nombreux programmes de financement en vue de soutenir la création de places dans l'enseignement bruxellois, le plus important étant les moyens octroyés aux communes via le fonds de refinancement des trésoreries communales. Voilà
le sens que nous souhaitons donner aux relations communes-régions, une feuille de route partagée où nous mobilisons nos efforts pour offrir aux Bruxellois les conditions de leur épanouissement personnel au sein de notre société. À cet égard, la prochaine législature permettra d'harmoniser nos politiques et de croiser nos efforts durant 5 années, et je m'en réjouis par avance. Car les pouvoirs locaux, communes, CPS, en tant qu'institutions de proximité, constituent le cœur du fonctionnement démocratique de notre région. Et c'est pour cela aussi que j'ai défendu leur financement structurel de plus de 30 millions d'euros, indexé de la dotation générale aux communes. Ce soutien aux communes et à leurs investissements est attesté par l'étude Belfius du mois de juin, qui précise que, sur la période 2012-2018, les communes bruxelloises ont augmenté leur capacité d'investissement, et ce, à l'inverse de la tendance générale des autres régions, et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Un nouvel appel à projets a été lancé fin 2016 pour financer les investissements communaux sur la période 2017-2019. La capacité du fonds de refinancement a été fixée à 100 millions d'euros pour ces 3 années, et parmi les projets déposés par les communes, ça ne vous surprendra pas, la majorité concerne le secteur de l'enseignement. Le montant total des investissements inscrits au budget des communes bruxelloises en 2017 pour les investissements dans le domaine de l'enseignement est de près de 130 millions d'euros. L'enseignement est donc le troisième poste en termes de dépenses d'investissement des communes. Et donc les communes, en tant que pouvoir organisateur, ont été très réactives dans la création de places, tant dans le fondamental que dans le secondaire. Sur la période 2015-2025, 25 000 places sont programmées dans l'enseignement fondamental et à ce jour, 16 091 places sont déjà mises à disposition des élèves. Plus d'un tiers de ces places doivent encore être créées. Autrement dit, si les programmes d'investissement ne connaissent pas de retard, l'objectif fixé sera pleinement atteint. Dans l'enseignement secondaire, entre 2015 et 2025, la création de 19 000 places est programmée. À ce jour, seules 5 450 places sont déjà mises à disposition des élèves. Là aussi, il nous faudra également répondre aux besoins de l'enseignement technique et professionnel qu'on évalue aux alentours de 3 000 places. L'enjeu majeur de ces prochains mois est donc de concrétiser les projets de création de places qui ont été décidés par les différents pouvoirs organisateurs. Notre prochaine échéance est la rentrée de septembre 2019 et nous resterons mobilisés pour permettre à chaque élève de disposer d'une place de qualité. Enfin, la région investira 2 millions d'euros en 2019 dans le programme Fiber to the School pour l'équipement de fibres optiques dans nos écoles. Après les écoles secondaires, ce sont désormais les écoles primaires qui bénéficieront d'une connexion Internet à haut débit via le réseau Irisnet. La réunion rationnelle de tous nos outils de planification au sein de Perspective a non seulement permis l'élaboration d'une vision stratégique, mais également son exécution efficace. Aux côtés du service école, nous avons mis sur pied une task force équipement pour déployer de manière intégrée les équipements sportifs et culturels qui répondent aussi aux enjeux du boom démographique. De nombreux investissements pour des projets de construction, d'extension, de rénovation et d'acquisition d'infrastructures sportives communales en tout genre et de toute taille sont réalisés selon une planification triennale 2018-2020. Les projets de création et de rénovation d'équipements sportifs dits de quartier ont été fortement privilégiés ces dernières années et continueront de l'être. De 2015 à 2017, 67 initiatives locales ont pu sortir de terre pour un montant total de 3,5 millions d'euros. Et en 2018, un nouvel appel à projets a été lancé et un budget supplémentaire d'1,3 million d'euros sera injecté lors de la sélection des dossiers. En 2019, nous réserverons une enveloppe triennale pour les subventions des projets d'infrastructures sportives pour un montant de 46,8 millions d'euros, soit un doublement des montants prévus en première année de législature. Ces équipements en accès libre et gratuit améliorent considérablement la cohésion sociale au sein des quartiers et incitent les habitants à pratiquer une activité sportive régulière. Avec la future arrivée du facilitateur sport, la région disposera de la pleine capacité pour mener une politique sportive concertée et transversale. Maar om de bevolkingsgroei op te vangen moeten we ook onze inspanningen voortzetten om ervoor te zorgen dat elk gezin zijn recht op wonen concreet kan maken. De identificatie van de 6.720 woningen die verwezenlijkt moeten worden in het kader van de Alliantie Wonen is op goede weg. Voor 3 operatoren, CityDev, het Woningsfonds en het CLT, zijn de doelstellingen van concrete invulling vervuld of toch bijna. De
AM heeft 93% van haar doelstelling van 4000 woningen ingevuld, gelet op de oproepen van de belangstelling en de andere prospecties en de haalbaarheidsstudies die op tafel liggen, verwezenlijken we verder onze doelstelling tegen het einde van de legislatuur. Naast de uitbreiding van het openbare woningbestand via verschillende mechanismen om het patrimonium uit te breiden, moest het bestaande gebouwenbestand gerenoveerd worden en aangepast aan de normen om de huurleegstand terug te dringen. Dit gebeurde via 4-jaarlijkse investeringsplannen en de regering maakte in totaal een budget van 300 miljoen euro vrij voor het nieuw 4-jaarplan 2018-2021. Deze nieuwe omslag wordt besteed aan het renovatiebeleid en aan het conform maken van het gewestelijke gebouwenbestand, waardoor zowel de veiligheid van de woningen als de levenskwaliteit van de huurders verbeteren. Als we het hebben over de leefkwaliteit van de huurders, mogen we ook personen met een handicap en bejaarden niet uit het oog verliezen. Met het oog op de inclusie van personen met een handicap in de maatschappij bestaat er een programma van beleidsmaatregelen dat op regelmatige basis wordt geactualiseerd. In 2018 ging het Verenigd College verder met de erkenning en financiering van verblijfscentra, dagcentra, onder meer in Jette en Elsene, diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven en diensten voor begeleid wonen. Parallel hiermee steunt het Verenigd College via zijn 3-jarig investeringsplan projecten voor in totaal 250 nieuwe plaatsen in de dag- en de verblijfscentra en projecten voor begeleid wonen. Om de inclusie van ouderen te bevorderen, hebben wij het meerjarig investeringsplan voor investeringen in rusthuizen en alternatieve en vernieuwende verblijfsvormen uitgevoerd. Dit plan dekt de jaren 2017 tot 2023 met een jaarbegroting van vrijwel 7 miljoen euro. Dit nieuwe plan omvat de rusthuizensector en de instellingen voor personen met een handicap, maar financiert ook projecten die een alternatief bieden voor rusthuizen, zoals dagcentra of meer innoverende concepten, zoals het kangoeroe wonen. Ook is het pilootproject voor zelfredzaamheidsleningen opgestart om bejaarden of gehandicapten de mogelijkheid te bieden een woning in te richten en zo zelfstandig te blijven wonen. Dit is een maatregel die in een bredere context aansluit bij onze welzijnbevoegdheden en die ook rekening houdt met de bevolkingsevolutie. Breder gezien is ons gewest het eerste gewest op de huurmarkt en in te grijpen door de wetgeving rond de huurovereenkomst aan te passen aan de Brusselse werkelijkheid. Het gaat daarbij om een betere omkadering van nieuwe woonvormen, zoals medehuurders, studentenhuur en de glijdende huurovereenkomst. Het indicatieve rooster met richthuurprijzen is vandaag openbaar en operationeel. De vrijstelling van onroerende voorheffing die sociale verhuurkantoren dit jaar genieten, is een belangrijke stimulans die werkt als een hefboom waarvan we de komende jaren meer en meer gebruik moeten maken om de bestaande gebouwen zo goed mogelijk te benutten. De oprichting van het Sociaal Verhuurkantoor voor studenten is een onderdeel van een breder beleid gericht op de vrijwel 100.000 studenten die onze hoofdstad rijk is en moet het hen gemakkelijker maken zich bij ons te vestigen. Daartoe wordt binnen Perspectief een cel studentenleven opgericht om onze inspanningen te coördineren in samenwerking met alle instellingen van hoger onderwijs die op ons grondgebied aanwezig zijn. Daarnaast hecht de regering nog voor het einde van het jaar in laatste lezing de invoering van een veralgemeende huurtoelage goed waarin de bestaande steunmaatregelen gestroomlijnd worden en dan vooral voor wat betreft het bedrag en de duur van de steun. Door de slinkende vastgoedreserve en de privékoop- en huurmarkt die steeds verder uitgebreid neemt, ondergaat het huisvestingsbeleid een diepgaande mutatie en zullen we creatief en dynamisch moeten optreden om het recht op een behoorlijke woning tegen een betaalbare prijs te kunnen waarborgen. De betrokkenheid
en de participatie van de verschillende actoren van de sector gelden als een sterke hefboom voor de toekomst. Vanuit diezelfde analyse hield de regering een brede raadpleging en onderzocht ze de hypothese van de oprichting van een universeel huurwaarborgfonds dat paritair beheerd zou kunnen worden door de vertegenwoordigers van huurders en eigenaars. Le droit au logement, c'est aussi veiller à offrir un accueil digne aux personnes sans abri. Nous sommes mobilisés par l'exécution des objectifs définis par la nouvelle ordonnance votée par ce Parlement au mois de juin 2018 et en particulier, il est indispensable que les nouveaux outils prévus pour amener concrètement cette réforme sectorielle soient implémentés sans retard. Avec la création de Bruxelles et du New SAMU Social, nous pourrons procéder au transfert des activités régionales de la Strada et du SAMU Social vers ces deux nouvelles instances régionales. La composition de leur organe de gestion sera paritaire entre le secteur public et le secteur associatif et 2 contrats de gestion seront conclus. Travaillons également à redéfinir les missions des différents secteurs du sans-abrisme tout en procédant à de nouveaux agréments. Pour les années 2018-2019, la COCOM continuera d'injecter 3 150 000 € pour l'accueil du 15 novembre au 31 mars de 600 personnes fragilisées et les discussions sont en cours actuellement concernant l'ouverture d'un bâtiment complémentaire par l'État fédéral du 15 novembre au 31 mars. Il permettrait d'accueillir 365 personnes, mais doit encore se voir confirmé. Considérant cet encadrement insuffisant pour garantir un accueil inconditionnel, nous avons également réservé un budget de près de 4 millions d'euros supplémentaires pour ouvrir un dispositif d'accueil des familles d'une capacité de 200 personnes supplémentaires et permettre la prolongation éventuelle du dispositif hivernal. Et donc nous allons effectivement avoir la possibilité de prolonger le dispositif hivernal au-delà du mois d'avril 2019. Et sur la même période, nous continuerons à soutenir, et ça c'est important, la mobilisation du secteur associatif pour l'accueil et l'accompagnement des personnes réfugiées sur notre territoire, parce que l'extraordinaire travail de la plateforme d'hébergement citoyenne, tout comme le travail transversal du hub humanitaire porté notamment par Médecins du Monde et la Croix-Rouge et MSF, pourront donc, et je l'affirme ici avec force, continuer à bénéficier du soutien de ce gouvernement. Voilà la définition que nous donnons à une politique humaine, sans nécessité de la qualifier autrement, simplement humaine. Point. Ces politiques s'inscrivent globalement dans notre stratégie de développement durable qui se traduisent aussi dans le programme régional d'économie circulaire, l'adoption dans la foulée d'un nouveau plan de gestion des ressources et déchets ou encore la stratégie Good Food. Concernant la propreté de nos quartiers, la 6e réforme de l'État a été l'occasion de réorganiser et de renforcer la mission du nettoiement réalisée par Bruxelles Propreté et cela s'est traduit par une rationalisation de la répartition des voiries communales et régionales au travers de conventions cadres qui ont été conclues avec les 19 communes, ainsi que par un renforcement important du personnel de nettoiement. Plus de 100 femmes ont été recrutées et une augmentation drastique des fréquences de balayage a ainsi pu être réalisée. Nous avons également doublé les subventions destinées aux communes pour les missions de nettoiement qui leur incombent. En 2019, nous maintiendrons les près de 9 millions qui leur sont destinés. Depuis 2017, la réforme des collectes a permis une augmentation de la collecte des déchets triés en porte-à-porte. En effet, si l'on compare les années 2016 et 2017, on constate une augmentation de 8% des déchets collectés dans le sac jaune et de 16% dans le sac bleu. En 2016, Bruxelles Propreté avait collecté 1200 tonnes de déchets organiques dans 9 communes. En 2017, l'agence a comptabilisé 4500 tonnes dans les sacs oranges sur l'ensemble de notre région. Par ailleurs, d'initiative, nous avons lancé un audit pour faire de l'agence Bruxelles Propreté un outil à la pleine puissance de ses capacités via la mise en place des indicateurs de propreté qui devraient intervenir dans le courant de l'année 2019, mais aussi en stabilisant le personnel grâce à l'adoption récente du premier plan de personnel de l'agence. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la réponse que nous apportons au boom démographique s'intègre aussi dans une vision globale où la question de la qualité de l'air est centrale. C'est le second enjeu auquel nous nous sommes attaqués. Elle nous impose de revoir nos modes de déplacement et de réduire l'emprise des voitures qui circulent dans notre région. La région a contribué activement à ce que la Belgique soit en mesure de répondre à ses engagements climatiques européens pour la période 2013-2020.
C'est en effet sous la présidence bruxelloise qu'un accord politique burden sharing 2013-2020 a pu être trouvé entre les entités fédérales et régionales, et ce, après 6 ans de négociations. Le plan Air Climat Énergie adopté le 2 juin 2016 s'inscrit notamment dans le cadre de ces objectifs, ainsi que le projet de déclinaison bruxelloise du plan national énergie-climat qui a été validé par le gouvernement au mois de juillet de cette année. Le secteur public se doit de donner l'exemple en ce qui concerne le respect des objectifs européens en matière d'énergie et de climat, et je me réjouis du succès des programmes SolarClick et NRClick pour le développement de l'énergie renouvelable et pour la réduction de consommation dans nos bâtiments publics. La qualité de l'air et son lien avec la santé des citoyens bruxellois doit nous mobiliser. Au cours de ces dernières années, l'exposition des Bruxellois à certains polluants a déjà pu être réduite, permettant ainsi de respecter les normes européennes en termes d'émissions et de concentration pour la majorité des polluants. Néanmoins, des efforts sont encore clairement nécessaires, sachant que notamment nous dépassons toujours la norme européenne en matière de concentration de dioxyde d'azote et que des effets sur la santé sont imputables à la pollution atmosphérique à des niveaux plus bas que ceux prévus dans les normes européennes. En la matière, nous devons continuer à faire œuvre de pédagogie. L'information vers le citoyen au sujet de la qualité de l'air a été complètement revue en ce sens. Le réseau de mesure de la qualité de l'air de toute la région est maintenant accessible à tous au travers d'une application didactique. En parallèle, l'arrêté relatif aux pics de pollution a été revu et informe mieux et plus vite. Le déclenchement possible de ces dispositions est à présent effectif toute l'année. La mise en œuvre de la zone de basse émission est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. La LEES est une mesure phare qui postule un changement de paradigme. À Bruxelles, il n'est plus question du tout à la voiture et encore moins du tout à n'importe quelle voiture. C'est aussi un outil technologique que nous pouvons mobiliser facilement à l'avenir, tout comme le prélèvement kilométrique pour les poids lourds. Et c'est dans ce cadre que des concertations concrètes sur la sortie du diesel en 2030 ont également été entamées. Nous souhaitons aussi avancer avec méthode pour construire une volonté partagée avec la société civile. En parallèle, un groupe d'experts a été chargé d'examiner une éventuelle réforme des taxes sur la circulation actuelle en vue de valoriser les véhicules performants au niveau environnemental. Un rapport avec des propositions concrètes et réalistes a été délivré et nous permettra de poursuivre les négociations avec les 2 autres régions. En effet, en la matière, une fiscalité homogène au-delà des frontières régionales est souhaitable pour atteindre effectivement les objectifs poursuivis. Ces chantiers illustrent bien cette nécessité pour Bruxelles d'opérer un shift dans nos modes de transport, singulièrement à l'échelle métropolitaine, quand près de 2 tiers des nafteurs continuent à se déplacer en voiture dans notre région, contre seulement 1 tiers des Bruxellois. Notre priorité doit aller vers des investissements massifs en matière de transport public, dans un effort combiné avec les autres régions et l'État fédéral. Toutes nos conclusions démontrent la nécessité d'une coordination de nos investissements, mais surtout que l'amélioration de la mobilité bruxelloise ne sera possible que si nous prenons des actions à l'échelle métropolitaine. Toch blijft de verwezenlijking van de hoofdstedelijke gemeenschap vandaag een mislukking. Ondanks onze herhaalde pogingen moeten we vaststellen dat de enige agenda die tijdens deze legislatuur in de koelkast is gestopt, de Brusselse agenda is. In afwachting hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Tegen 2025 zullen wij niet minder dan 5,2 miljard euro geïnvesteerd hebben en wij gaan de metrolijnen naar het noorden van Brussel moderniseren en verlengen en we bestuderen een uitbreiding naar het zuiden. Op 1 september hebben wij in aanwezigheid van de koning en de gemeentelijke overheden tramlijn 9 de tramlijn ingehuldigd. Enkele weken later volgde het zuidoosten van ons gewest de inhuldiging van tramlijn 8 en de heraanleg van een stadssnelweg tot een stadslaan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Bij de vernieuwing van haar wagenpark doet de MIVB vandaag een beroep op minder vervuilende voertuigen. 250 hybride en elektrische bussen zullen het stedelijk landschap weldra verrijken.
De eerste elektrische bussen worden momenteel uitgetest met het oog op de volledige elektrificatie van het wagenpark in 2030. Binnen het nieuwe richtplanbus krijgen de wijken onderling een systematische verbinding en worden stadsdelen uit het isolement gehaald die vroeger minder goed bereikbaar waren met het openbaar vervoer. En bij dat alles blijven de tarieven bevroren en vermindert de prijs van de schoolabonnement. Daarinboven drong zich eind deze zomer de vaststelling op dat onze infrastructuur gemaakt is op maat van de Brusselaars. Een afname van het binnenkomend verkeer met 10% leidt tot 40% minder files in de hoofdstad. Dat sterkt mij in de overtuiging dat de oplossing voor dit probleem niet alleen van ons moet komen. Mobiliteit is weliswaar een knelpunt voor de hoofdstad, maar de volledige politieke klasse draagt de verantwoordelijkheid daarvoor. Et donc je ne souhaite pas nous résoudre à ce constat d'échec collectif. Chaque niveau de pouvoir assumera son bilan politique sur cette question. Pour l'heure, s'il n'a pas été possible de faire émerger une vision politique partagée, il faut continuer à mettre l'imagination au pouvoir et je ferai de nouvelles propositions prochainement. Avec une méthode éprouvée, nous devons associer les partenaires sociaux, le monde académique et les sociétés publiques de transport en commun afin de créer une dynamique nouvelle propice au changement des pratiques en matière de mobilité. Tout le monde y a intérêt et je souligne que les principales associations professionnelles, BESI, VOCA, FEB, etc., militent depuis longtemps pour une démarche de ce type. Il suffit de lire les propositions de Brussels métropolitaine. Je pense que nous devons continuer à aller dans ce sens. Et donc, je propose de donner vie à cette communauté métropolitaine à travers cette gestion paritaire. Pas de sourdine politique, mais une vision stratégique définie par les principaux intéressés, les travailleurs et les entreprises. L'impact des trajets domicile-travail est au cœur des enjeux de mobilité et les partenaires sociaux sont plus que jamais des partenaires nécessaires du changement au niveau national. Un tel système de gestion paritaire, qui a amplement fait ses preuves, doit être envisagé pour les questions de mobilité. Je saisirai le comité de concertation d'une initiative pour mettre en œuvre cette vision. Associer la société civile pourra, je l'espère, permettre de dépasser les blocages institutionnels, une vision pragmatique qui s'exonère des débats stériles sur la refédéralisation ou défédéralisation des compétences. C'est en tout cas la stratégie que s'est fixée mon gouvernement à travers le PRDD. En matière de mobilité, nos objectifs sont clairs. Nous avons l'ambition de réduire le nombre de déplacements en voiture individuelle et atteindre une part modale de la voiture individuelle de 25% à l'horizon 2030 contre 32% aujourd'hui, et ce en tenant compte de la croissance du nombre de déplacements à venir. Par ailleurs, nous voulons atteindre une réduction de 50% du nombre de nafteurs se déplaçant principalement en voiture individuelle à l'horizon 2040. Cette vision doit se traduire à présent dans le plan régional de mobilité Good Move, qui est le dossier central de cette fin de législature. Ce plan a été largement débattu et rédigé avec la société civile, notamment suite au panel citoyen organisé au Parlement, mais aussi à travers de nombreux colloques et de workshops dans une démarche participative inédite. Il proposera 50 mesures, ni plus ni moins, réalistes et innovantes pour répondre aux premiers besoins de Bruxelles. Ce plan se veut évolutif et c'est dans cette logique que j'entends porter la concertation de manière durable avec les premiers acteurs concernés. We gaan ook verder met de renovatie van de openbare ruimte en van onze infrastructuren. Na de Stefania en de Montgomery-tunnel en de waterdichting van de Rogiertunnel gaat nu de laatste fase in van de werken aan de Allepoort-tunnel. In 2018 werd begonnen met de renovatie van de tunnels van het Trajectscomplex en ging ook de renovatie van de Leopold II-tunnel van start. De uitvoering van de werken gaat voort in 2019. Verder zijn de pleinen en straten waar veel auto's komen ingericht om meer ruimte te geven aan de fietsers en voetgangers. Het Spiegelplein in Jette, het Dumontplein in Sint-Pieters-Woluwe, de Generaal Jacques-Laan, de Elsenester Steenweg en binnenkort de Franklin-Roosevelt-Laan in Elsene. Dat zijn stuk voor stuk plaatsen gewijd aan zachtere mobiliteit en waar de luchtkwaliteit dus verbetert. De eerste resultaten van het ambitieuze project om over de volledige lengte van de kleine ring fietspaden in 2 richtingen aan te leggen zijn zichtbaar. Het stuk tussen het Zuidstation en de Ninhoofse Poort is bijna klaar.
de stukken tussen Kruidtuin en Saint-Clet volgen nog. Verder is de versmalling van de E40 de komende maanden een van de prioriteiten van mijn team om de absurde ruimte die de auto er krijgt opnieuw ten dienste te stellen van de stadstoegang. En de opening van de ontradingsparking bij Kovi in Anderlecht staat eveneens in dienst van een bredere shift naar een alternatieve mobiliteit. Aan deze project is ook een visie op verkeersveiligheid gekoppeld. Zo willen we de wegcontroles uitbreiden en de politiezones meer middelen geven voor de aankoop van mobiele camera's. Hebben we de rijopleiding hervormd door het voortaan een onderdeel EHBO in op te nemen en zetten we tot slot in op de beveiliging van straten in de omgeving van scholen. Monsieur le Président, chers collègues, il y a 4 ans et demi, notre priorité était aussi d'apporter une réponse concrète au chômage et d'offrir une perspective d'avenir aux jeunes bruxellois. Voilà à quoi s'est en premier lieu attelé mon gouvernement. C'était le premier chapitre de notre accord de majorité, l'une des premières priorités. Nous avons travaillé sur les causes du phénomène en élaborant une vision économique et sociale partagée avec les partenaires sociaux. Nous avons planifié notre action avec des objectifs clairs et des indicateurs d'évaluation. Plus encore, nous nous sommes imposés de décloisonner nos politiques et d'impliquer l'ensemble des acteurs concernés, administration, institutions communautaires, pouvoirs locaux, partenaires sociaux. La stratégie 2025 Go for Brussels traduit cette vision avec méthode. Une méthode éprouvée en Belgique, celle de la concertation sociale. Celle qui a forgé le ciment de notre sécurité sociale, le ciment de notre État fédéral. À l'heure où la participation s'est érigée en valeur cardinale de nos démocraties, il est bon de rappeler que le respect des interlocuteurs sociaux garantit cette prise de responsabilité active dans les décisions qui les concernent au premier plan. Ce qui me semblait un acquis équivaut aujourd'hui à une conquête. Et d'autres nous attendent et devront permettre d'associer plus activement la société civile bruxelloise à nos décisions. Et ce sera là un enjeu majeur pour inscrire nos politiques dans la cohérence et la durée. La réussite de cette méthode s'articule autour de la garantie pour la jeunesse, l'un des 19 objectifs de la stratégie 2025. Comme nous nous y étions engagés, son financement pérenne est assuré à hauteur de 10,5 millions d'euros, soit une augmentation de près de 18% qu'en 2015. Nous avons renforcé et diversifié les offres au bénéfice des jeunes et en priorité aux jeunes faiblement qualifiés ou ce qu'on appelle aujourd'hui les NEET, ceux qui sont en dehors des écrans. Sur l'année écoulée, 10 permanences d'accueil sur le territoire des communes bruxelloises ont pu être organisées et ont touché plus de 14 000 jeunes. 1 227 jeunes ont entamé un stage en entreprise, soit une augmentation de près de 50% par rapport à 2014. Et à travers du contrat d'insertion, depuis juillet 2016, ce sont 235 jeunes qui ont été recrutés. S'il est certain que les mesures mises en œuvre ont favorisé l'embauche, il n'en reste pas moins que de nombreux jeunes sont encore confrontés à d'importantes difficultés, et en particulier à l'exclusion socio-économique. Les dynamiques mises en place ces dernières années dans le cadre de ce dispositif devront être maintenues et renforcées. Un effort particulier devra aussi être poursuivi en adoptant des démarches spécifiques pour sensibiliser et accompagner les jeunes qui sont en rupture avec les institutions. Offrir des perspectives aux Bruxellois et plus particulièrement aux jeunes, c'est aussi leur offrir des possibilités réelles de se qualifier. Nous avons voulu une alliance emploi-formation ambitieuse qui associe les acteurs sociaux et économiques dans sa réalisation. C'est le cœur des accords sectoriels que nous avons conclus avec le secteur du transport et de la logistique et plus récemment avec le secteur de la construction. 4 autres accords sont en voie d'aboutir dans l'industrie, l'électrotechnique, le secteur des garages, bus et autocars. L'ICT et de l'ORECA sont également des secteurs prioritaires dans lesquels les négociations avancent positivement. Via ces accords sectoriels, nous voulons développer notamment des pôles formation-emploi comme lieu de coordination des actions emploi-formation, enseignement dans un secteur donné. La gestion paritaire de ces pôles permettra d'assurer aux chercheurs d'emploi un lien plus direct vers les entreprises et donc vers l'emploi. Ils seront aussi des lieux centraux d'observation et d'anticipation des besoins des différents secteurs. 3 pôles seront inaugurés en 2019. Le pôle ICT, le pôle transport et logistique et le pôle Technicity sur le site industriel d'Erasme. Dans le cadre des négociations Belliris, nous avons également obtenu le financement d'un prochain pôle pour le secteur de la construction pour un montant total de 16 millions d'euros.
Les politiques d'emploi sont évidemment en lien avec notre stratégie économique. Nous devons réussir la mission qui incombe au capital, celle d'être des centres d'innovation qui doivent rayonner bien au-delà de leurs frontières administratives et, en toute cohérence, même en dehors de Bruxelles, ces entreprises peuvent bénéficier aux Bruxellois. Des progrès majeurs ont été réalisés en 2 ans grâce aux 77 mesures du Small Business Act, parmi lesquelles le Business Pass, le lancement de la prime indépendant, fonctionne. Fin juillet, nous comptions 83 nouveaux entrepreneurs, dont 42% des femmes, qui avaient bénéficié de cette nouvelle prime et étaient accompagnés pour une durée de 6 mois afin d'assurer les meilleures conditions de démarrage de leur projet. Récemment, le gouvernement a également adopté un nouveau schéma de développement commercial, une méthode inclusive pour penser un développement commercial à long terme qui répond aux besoins de la population et des commerçants et qui s'intègre dans la ville. C'est dans ce cadre que le nouveau régime des indemnités prévu en cas de chantier entrera en vigueur avant la fin de la législature. Notons aussi qu'outre la coordination qui se met en place entre nos administrations, Finance Brussels élabore également un produit spécifique qui permettra d'octroyer des crédits de trésorerie au commerce. Par ailleurs, la présence de Up Brussels à la commission de coordination des chantiers permettra d'améliorer sensiblement l'accompagnement et les mesures en faveur des commerçants, à l'instar de ce qui s'est fait pour la chaussée d'Ixelles. La vitalité de notre secteur économique se traduit également à l'étranger. Entre 2014 et 2017, nos exportations ont augmenté de 15%. Dans le même temps, on observe l'implantation de 109 entreprises étrangères à Bruxelles depuis 2015, soit une augmentation de 33% par rapport à la période 2012-2014. Et afin de permettre la poursuite de cette évolution, de nouveaux outils de sensibilisation, de prospection et d'attraction seront mis en place d'ici la fin de la législature. Dat is uiteraard een centraal onderdeel van de gevolgen van de Brexit. Naast seminaries in Londen en in de doelgroepenland, zoals de Verenigde Staten, Japan, China en Brazilië, zijn we van start gegaan met een communicatiecampagne die zich richt tot de sector van de biowetenschappen, de audiovisuele sector en het financiën- en verzekeringswezen. De eerste resultaten zijn al merkbaar. Verschillende multinationals hebben aangekondigd zich te vestigen in het Brussels gewest, of hebben dat al gedaan. Ik denk aan Lloyds of London, Bank of New York Mellon, Euroclear, MoneyGram, UA, Fujitsu enzovoort. In 2019 zullen we een budget van 22,7 miljoen euro besteden om de buitenlandse investeringen aan te trekken naar het Brussels gewest en de bedrijven te internationaliseren. Na de lockdown van eind 2015 en de aanslagen in maart 2016 stond er zeer veel op het spel voor de zichtbaarheid en het imago van Brussel. We moesten krachtige en onmiddellijke maatregelen nemen om het imago van ons gewest te herstellen. De investering van 6 miljoen euro in bijzondere communicatieinitiatieven en de internationale campagne van vorig jaar hebben hun vruchten afgeworpen. We stellen namelijk al voor de 23e maand op rij vast dat het aantal toeristen in Brussel toeneemt. De voorbije zomer verbleven bijna 1,5 miljoen toeristen in Brussel. Dat is een stijging van meer dan 8% in vergelijking met 2017. En in de maand juli bereikte de toevloed van toeristen overigens een historisch record. Dat toont aan dat Brussel weer helemaal op de kaart staat als vrije tijdsbestemming. Ook het zakentoerisme blijft daarbij niet achter. Een recente rangschikking zet Brussel op de 3e plaats meest invloedrijke steden in Europa, na Londen en Parijs. Wanneer we kijken naar het aantal congressen van internationale verenigingen die er plaatsvinden, bekleedt ons gewest zelfs de 1e plaats in Europa. In de wereld doet alleen Singapore beter dan Brussel. Naast onze inspanningen voor de toeristische sector moeten we ook investeren in de digitalisering van onze economie. Dat is de betrachting van het Next Tech-plan, dat volledig kadert in de gewestelijke strategie B-Digital en bedoeld is om technologische gemeenschappen in Brussel te ondersteunen en te structureren en opleidingen aan te bieden die afgestemd zijn op de behoeften. Algemeen genomen hebben wij tijdens deze gereegperiode de steun voor onderzoek en innovatie opgetrokken met 63 miljoen euro. Daarmee doen we er 40% bovenop voor de bedrijven en verenigingen, universiteiten en hogescholen. Le développement d'un réseau 5G performant est une étape nécessaire pour accompagner nos entreprises vers ce nouveau défi.
En vue d'être la première ville 5G en Belgique, la région a engagé un dialogue constructif avec les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons travaillé sereinement et avec méthode pour conclure cet été un protocole d'accord qui fixe les balises du développement de cette technologie. Au-delà des considérations techniques liées à son développement, le protocole intègre d'importantes balises en termes de transparence et de participation, de protection de l'environnement et de collaboration en matière d'emploi et de digitalisation. C'est dans cette stratégie que se tiendra en mars 2019 la première édition du Printemps numérique. Inspiré de l'événement montréalais, il accueillera universités, figures artistiques et acteurs économiques investis dans l'univers du numérique et des nouvelles technologies. La place des femmes dans l'univers numérique et les échanges entre l'art et le numérique constitueront le fil rouge du programme pour cette année 2019. Réalité virtuelle et intelligence artificielle, robotique seront au rendez-vous pour d'impressionnantes démonstrations à destination du grand public. Chers collègues, en 2014, nous voulions offrir de meilleures perspectives à notre jeunesse. Les résultats sont là, et s'il est nécessaire de les répéter encore et encore pour qu'on ne doute plus de notre action, je me prêterai volontiers à cet exercice. En septembre 2018, le taux de chômage des jeunes était de 24,7%. Ce taux est le plus bas depuis 28 ans et ne cesse de baisser depuis 63 mois. Depuis 2014, le nombre de jeunes chercheurs d'emploi a baissé de plus d'un tiers. Avec prudence, toujours avec prudence, pas comme d'autres, il est permis d'y voir les premiers effets de la garantie pour la jeunesse. Quant au taux de chômage global, il ne cesse de diminuer depuis 46 mois et il s'élevait à 16,2% en septembre dernier contre 21% en 2014. Pour retrouver un taux aussi bas, il faut remonter jusqu'en 1992. Ces résultats sont le fruit d'efforts continus pour mettre toujours plus de Bruxellois à l'emploi. Les chiffres le démontrent. En 2017, le taux d'emploi atteint 56,2%. Il s'agit là du taux le plus haut depuis la création de notre région en 1989. L'activité économique croît également. L'année dernière, la région bruxelloise comptait 3 577 entreprises de plus qu'en 2016. En tout, 12 977 créations d'entreprises ont eu lieu en 2017. Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. Et dans notre région, le taux d'entrepreneuriat y est le plus élevé de la Belgique. 12,9% à Bruxelles contre 10,5% en Flandre et en Wallonie. Une plus grande culture entrepreneuriale s'installe notamment auprès de nos jeunes, des femmes et des chercheurs d'emploi. À titre d'exemple, en 5 ans, le nombre d'indépendants bruxellois a augmenté de 16%, d'indépendantes bruxelloises a augmenté de 16% contre 15% pour les hommes. Ici aussi, je vois le fruit de nos politiques et en particulier des efforts du 18-19 avec la stratégie YET, entrepreneuriat des jeunes, et Women in Business, un travail qui dépasse là les engagements initialement pris dans notre accord de gouvernement. Alors, pour cette dernière année de législature, le travail se poursuit. Nous aurons encore à mettre en œuvre la réforme de l'économie sociale. En matière de titres-services, pour lesquels nous continuons à investir près de 218 millions d'euros en 2019, le lancement et l'attribution d'un nouveau marché constituera un jalon important pour les prochains mois. La réforme des aides à l'expansion économique et le dispositif d'aide aux entreprises sera modernisé pour permettre aux PME bruxelloises de saisir des opportunités de développement. L'ensemble des arrêtés d'exécution a déjà fait l'objet d'un avis du Conseil économique et social et donc ils entreront tous en vigueur avant la fin de cette législature. Le secteur industriel est également en pleine révolution. C'est un des axes nouveaux voulus par les partenaires sociaux au travers de la stratégie 2025. Nous avons lancé une étude en collaboration avec l'ensemble des acteurs bruxellois, publics et privés, pour élaborer un véritable plan industriel pour Bruxelles qui vous sera présenté dans les prochains mois. En recherche scientifique aussi, un travail législatif important est en cours pour permettre le financement d'une série de politiques de sensibilisation et de diffusion du savoir scientifique, par exemple via les chèques sciences, le financement d'infrastructures de recherche ou des projets d'expérimentation de nouveaux concepts. Notre ambition est donc d'élargir considérablement notre champ d'action. Leurs arrêtés seront adoptés avant le terme de cette législature. 63,4 millions d'euros seront donc encore investis en 2019, ce qui représente 42% d'augmentation des moyens affectés à la recherche sous cette législature. Waarde collega's, u merkt dat ons gewest zich goed bewust is van de uitdagingen die gepaard gaan met de bestrijding van werkloosheid. We hebben het vroegere paradigma om de werkzoekenden te stigmatiseren omgekeerd. Het is immers onze verantwoordelijkheid om hen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. We hebben een methode uitgetekend waarmee we onze beschikbare overheidsinstrumenten verder verbeteren om het economisch aanbod te stimuleren.
De werkloosheidscurve is dus duurzaam omgebogen, maar we moeten hard en vastberaden blijven werken om onze jongeren perspectief te bieden op stabiel werk en een toekomst. Waarde collega's, de vierde vaststelling die we 4,5 jaar geleden maakten is dat er een steeds groter wordende kloof is binnen onze bevolking. Brussel ontwikkelt zich, maar we moeten er ook op letten dat het Brusselse hart blijft kloppen, zoals daarvoor door het menselijke gelaat, het gemengde karakter, de leefbaarheid en de sociale cohesie van de stad te behouden. Alors que partout, le sentiment anti-européen, anti-migration et antisocial connaît un regain, Bruxelles, capitale de l'Europe, Bruxelles doit se tenir debout et s'affirmer comme capitale du vivre ensemble, forte de sa diversité et des entités qui la traversent. La convivialité que nous connaissons est le meilleur antidote au repli et au climat d'anxiété que d'aucuns tentent d'installer. Nombreux sont les Bruxellois qui ont préféré garder leurs portes ouvertes plutôt que vivre reclus. Et c'est la plus belle marque d'espoir que nous pouvions offrir à l'heure où on voit ressurgir les dangers du populisme. Car il ne faut pas se le cacher, il y a bien dans les actes et dans les paroles à Bruxelles, comme partout en Europe, une augmentation de l'antisémitisme, de l'islamophobie, des manifestations racistes, sexistes, des agressions à caractère homophobe. Et si nous avons prévu dans notre droit bruxellois d'organiser le testing, c'est parce qu'il y a encore des discriminations permanentes dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi. Nous, Bruxellois, notre véritable identité, c'est d'en avoir plusieurs. Et franchement, je trouve que le résultat des élections de dimanche nous l'a rappelé. Les Bruxellois se sont dressés contre les extrêmes en les excluant de tous les conseils communaux. Et nous pouvons en être fiers et les applaudir. Cela affirme ma conviction qu'une politique culturelle régionale, comme vecteur de cohésion sociale, est indispensable. À cet égard, la valorisation de notre patrimoine culturel est un axe prioritaire. Une attention particulière pour l'Art Nouveau, avec des soutiens importants au Festival Banat, Brussels Art Nouveau et Art Déco, aux visites d'hôtels de maître ou encore au musée Horta. Une année 2018 consacrée à Victor Horta qui se termine aussi avec une perspective positive pour la façade au bec, dont les vestiges rejoindront enfin les collections de la Fondation Siva en vue de leur intégration prochaine au sein du futur complexe Canal. C'est pas mal quand même. Vous me direz, il aura fallu le temps, mais bon. Avec Canal, il fallait... Oui, c'est vrai. Mais quelle vista quand même. Alors avec Canal, nous voulions un lieu de culture et d'échange ouvert à tous, qui mette à l'honneur la création bruxelloise et contribue à renforcer l'attractivité culturelle de notre région. Aujourd'hui, plus de 100 000 visiteurs ont déjà foulé les allées des expositions. Et cette préfiguration n'est qu'une première étape de la construction de ce projet. Nous continuerons à tendre la main à tous les partenaires potentiels pour que cette ambition devenue réalité ne se limite pas à être celle d'un gouvernement, mais puisse devenir être celle d'une capitale culturelle, d'abord nationale et en 2030, je le souhaite, européenne. Chers collègues, il est vrai que nous avons été mis à rude épreuve sous cette législature. Du lockdown aux attentats, ces événements nous ont démontré la pertinence d'un organe de coordination des politiques de prévention et de sécurité, moderne, intégré et réactif, Bruxelles Prévention et Sécurité. En février 2017, le gouvernement a adopté le plan global de prévention et de sécurité. Pour la première fois, nous disposons d'un cadre stratégique commun entre la région, le parquet de Bruxelles, la police fédérale, nos zones de police et enfin nos communes. Ceci est inédit et constitue une réponse à tous ceux qui mettent en doute notre capacité à assumer nos responsabilités. Au total, les moyens investis dans la prévention et le soutien aux communes s'élèvent à 126 millions d'euros en 4 ans. Pour ne citer que quelques mesures de ce plan, relèvera le soutien financier des acteurs locaux et le développement d'une présence visible et dissuasive en rue. La sécurité, elle est d'abord et avant tout un enjeu de proximité, de prévention et constitue un droit fondamental que seul l'État peut garantir à chacun de ses citoyens. C'est dans ce cadre aussi que se déploient les efforts consentis par la région pour renforcer l'accrochage scolaire des jeunes en difficulté via les dispositifs DAS ou des plans locaux de prévention et de proximité. Ce sont près de 7 millions d'euros que la région mobilise chaque année pour soutenir l'accrochage scolaire de nos jeunes. 45% des jeunes bruxellois sont en effet exposés au risque de décrochage scolaire.
Là aussi, dépasser les clivages institutionnels revêt une importance toute particulière. C'est pourquoi le gouvernement a proposé de donner une stratégie coordonnée de lutte contre le décrochage scolaire en coordination avec les deux communautés. Notre volonté, c'est d'abord de mettre en place une méthode à travers le développement de partenariats avec l'ensemble des secteurs de la sécurité, parquet, police fédérale et locale, communes, services de prévention, pompiers, pour définir et développer des politiques intégrées. La région s'est par ailleurs dotée d'outils nécessaires pour organiser et coordonner sa politique de sécurité. Dès l'année prochaine, le centre de communication et de crise sera opérationnel, tout comme le campus intégré des métiers de la prévention, de la sécurité et du secours, qui accueillera sur le même site l'école de police, l'école du feu, l'école d'aide médicale urgente et l'école d'administration publique. We streven immers naar een wisselwerking tussen de verschillende veiligheidsoperatoren. Het huidige plan om het hulpcentrum onder de entwaal van de dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp onder te brengen in het toekomstige communicatie- en crisiscentrum van het gewest is daar een mooie illustratie van. Depuis 2014, une réforme structurelle et statutaire du SIAMU visant à mettre en place une structure de gestion et une chaîne de commandement simplifiée a été réalisée. La clarification du statut des agents a en outre conféré une plus grande cohérence à la structure et cette dernière est maintenant en place depuis le 1er mars 2018. Nous avons également renforcé le cadre opérationnel de 9% et les cadres d'appui administratif de près de 20% pour accompagner cette transformation. De nombreuses mesures ont aujourd'hui été mises en place pour répondre aux constats réalisés au fur et à mesure de la législature. Un service marché public à part entière a été mis en place avec un registre des procédures de suivi et un comité stratégique d'investissement, et ce en collaboration avec l'inspection des finances. Le développement d'un plan pluriannuel d'investissement basé sur un audit et sur une étude prospective de réimplantation des casernes, ainsi que l'implémentation d'outils de gestion actualisés, offriront une gestion plus rationnelle des moyens investis. L'année prochaine, 126 millions d'euros sont prévus pour l'exercice des missions du SIAMU. Chers collègues, lutter contre la dualisation, c'est aussi prévoir des soutiens et des garde-fous en amont de la précarisation. La réforme bruxelloise des allocations familiales est emblématique de notre attention aux risques de précarité qui touchent de nombreuses familles bruxelloises. Avec méthode, sans effet d'annonce, nous avons abouti à une réforme plus juste et plus adaptée aux réalités des Bruxellois. Un modèle qui, en fixant un montant de base de 150 € pour les nouveau-nés de 2020, est d'abord et avant tout socialement juste pour l'ensemble des familles bruxelloises, puisque 3/4 de ces familles verront même le montant de leur allocation augmenter dès 2020, et ce en tenant compte de la réalité sociale singulière à laquelle elles font face. Les ordonnances exécutant cette réforme vous seront présentées d'ici la fin de cette législature. Deze bevoegdheid wordt beëerd door Iris Kerr, dat sinds 1 april van dit jaar operationeel is. De gewestelijke en bicommunautaire bevoegdheden voor dit vergehevelde deel van ons sociale zekerheidssysteem worden paritair beëerd. Momenteel lopen de procedures voor de aanwerving van de 2 leidende ambtenaren. Om de Brusselse gezinnen te steunen heeft het gewest ook een ambitieuze fiscale hervorming doorgevoerd om het Brusselse belastingstelsel minder complex, rechtvaardiger en gunstiger te maken voor alle Brusselaars. Eerst en vooral zijn de belastingen op de inkomsten uit arbeid verlaagd. 1,5% van de personenbelasting en de forfaitaire gewestbelasting van 89 € die alleen de Brusselaars betaalden, werden afgeschaft. Die 2 maatregelen samen doen met de belastingsdruk met zo'n 100 miljoen € per jaar dalen. Om de middenklasse in Brussel te houden en eigendom toegankelijker te maken, hebben we een abattement op de registratierechten opgetrokken tot 175.000 €. In 2017 konden 7.455 gezinnen daarvan gebruik maken. Dat levert de Brusselse gezinnen een winst op van bijna 22.000 €. Deze fiscale hervorming heeft ons niet belet om de begroting in evenwicht te houden. Dat evenwicht hebben we tijdens heel deze regeerperiode weten te handhaven, waarbij we erin geslaagd zijn alle nodige investeringen en beleidsinitiatieven voor de ontwikkeling van ons gewest te verwezenlijken. Dat zult u zelf kunnen vaststellen bij de bespreking van de begroting voor 2019, die mijn regering vandaag heeft goedgekeurd. Door een verhoging van de obcentieme op de onroerende verheffing door te voeren, laten we de eigenaars die geen inkomstenbelasting betalen in Brussel evenredig bijdragen tot de financiering van het gewest.
Voor Brusselaars compenseren we die verhoging met de BIOOM-premie van €120, waarvan het effect groter is voor de bescheiden woningen. Deze premie wordt sinds dit jaar rechtstreeks uitgekeerd door Brussel Fiscaliteit, dat de dienst voor de onroerende verheffing op 1 januari 2018 heeft overgenomen. Le travail que nous avons entrepris ne peut se limiter à un travail préventif. Quand il s'agit de dualisation de notre société, certains publics sont également plus exposés que d'autres différentes formes que peut prendre l'exclusion. L'ambition du plan santé bruxellois s'inscrit pleinement dans cet objectif, tant on sait que les inégalités sociales constituent un élément déterminant en matière de santé. Il s'agit d'un premier exercice de description de la vision globale à long terme de cette compétence à Bruxelles, qui fait l'objet d'une large concertation actuellement pour que cette vision soit partagée par tous les acteurs du secteur. La première ligne de soins a également connu des avancées importantes. Une structure d'appui est en cours de constitution et devra d'appui aux premières lignes est en cours de constitution et devra être opérationnelle au 1er janvier 2019. Une ordonnance sera prochainement soumise à l'examen de cette Assemblée en vue de doter cette organisation d'un cadre juridique stable. Elle permettra de mieux organiser les acteurs et de mieux structurer leurs relations avec les secteurs hospitaliers et résidentiels. Au sein de la première ligne de soins, la médecine générale joue un rôle central pour la prise en charge des patients. La garde en médecine générale a été soutenue, permettant une garde unifiée et bilingue sur le territoire bruxellois. Les mesures de soutien à la pratique ont été améliorées sous cette législature. 684 dossiers ont été traités depuis 2015. Le dispositif Impulse CO sera revu d'ici la fin de la législature avec un nouvel arrêté pour répondre encore mieux aux besoins des médecins bruxellois, et ce, sur base des études menées par l'Observatoire de la santé et du social. Dans le secteur hospitalier, un travail réglementaire sera réalisé pour inciter les hôpitaux à développer des relations structurées avec la première ligne de soins afin d'améliorer le trajet du patient, avec notamment un important volet sur le réseau e-santé et le partage des données électroniques. Entre l'amont et l'aval se situent indéfectiblement nos CPS, dernier maillon de la protection sociale et premier acteur de la lutte contre la pauvreté à l'échelon local. Le renforcement du rôle des CPS comme acteur local de lutte contre la pauvreté a d'ailleurs constitué le cœur de notre action sous cette législature. Nous avons également recherché la structuration des politiques à tous les niveaux et dans les 19 communes. En témoignent les moyens dégagés dans le cadre du fonds de refinancement et dévolus aux politiques des CPS. La loi organique des CPS sera également débattue au Parlement dans les prochaines semaines. Monsieur le Président, chers collègues, la réalité de la dualisation sociale ne va malheureusement pas disparaître d'elle-même. Il s'agit de notre responsabilité et il nous incombe aujourd'hui, comme hier, d'y apporter une réponse urgente. Les chiffres globaux pour la région bruxelloise masquent aussi l'importance des inégalités socio-spatiales au sein de son territoire. De trop grandes disparités existent en termes de pauvreté entre les quartiers et les communes bruxelloises. Si nous avons fait le pari de mener une politique ambitieuse de développement territorial, c'est parce que, par essence, il s'agit d'une politique intégrée des enjeux urbains. Mais il est aujourd'hui déterminant de poursuivre notre virage social ambitieux qui intègre les dimensions de pauvreté et d'inégalité dans nos politiques. Cette lecture transversale à l'ensemble de nos compétences doit viser une accessibilité renforcée au social et à la santé dans chaque quartier de notre région. C'est la vision que je défends d'une approche territoriale de l'action sociale. La lutte contre la pauvreté, toutes les formes de pauvreté, doit être un axe transversal qui ne se limite pas qu'aux matières personnalisables, monocommunautaires ou bicommunautaires, mais qui touche à toutes les matières régionales. L'heure est aux politiques intégrées et au financement croisé. Chers collègues, je n'ai pas la prétention de vous dire qu'à Bruxelles, tout va bien. Je n'ai pas la prétention de vous dire que les effets du boom démographique sont sous contrôle, que la qualité de l'air en ville s'est à ce point améliorée qu'aucune mesure complémentaire plus radicale ne devra être prise. Je n'ai pas la prétention de vous dire que le chômage des jeunes est en voie de résorption du seul fait de la politique que nous avons menée, ni de vous dire que le risque de pauvreté que connaissent de trop nombreux Bruxellois se suffira d'un plan pour s'éteindre. Alors, vous couvrir de slogans, c'est simple, on en connaît qui ont des slogans en trois fois le même mot, le même concept. Voilà. Parce que je pense que franchement, ce serait faire insulte à votre intelligence. Je vous oppose ma conviction d'une région qui brille par sa résilience, celle de ses citoyens d'abord qui rejettent les populismes et trouvent du sens aux identités multiples, celle de nos institutions aussi et des personnes qui y travaillent surtout. Leurs compétences et leurs engagements au service de l'intérêt général forcent mon respect et mon admiration. Si nous n'avons pas basculé par facilité dans la gestion de crises successives,
c'est parce que nous avons fait le choix d'une méthode. Cette méthode du gouvernement qui associe, qui cherche le compromis, qui veut la synthèse, cette méthode qui alimente les convergences et convoque le sens de l'intérêt commun, voilà comment nous avons décidé d'agir. Agir non pour se draper d'un bilan, mais pour acquérir la conviction que Bruxelles puisse fièrement fêter ses 30 années d'existence, debout, forte et belle, face à ces enjeux qui sont les siens pour les 30 ans qui suivent. Je vous remercie. Voilà, merci pour votre attention. Reprise des travaux cet après-midi.